vivre avec la mort. C'est quelque chose qu'on oublie et parfois, voilà, on vit avec la mort en même temps. Si c'est de loin, on préfère, voilà. Parfois, la mort, elle est très loin et puis elle vient nous surprendre. Peut-être qu'on en entend parler beaucoup aux informations, dans les faits divers, mais c'est loin de nous et ça ne nous touche pas personnellement, jusqu'au jour où ça va venir nous toucher personnellement. Alors pour certaines personnes, c'est très tard, pour d'autres personnes, c'est très tôt, peu importe. Ça peut arriver aussi à propos d'un animal de compagnie ou de quelqu'un qu'on connaît moins bien, mais avec qui on avait des affinités. Donc en fait, la mort, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de vivre avec, et pourtant, notre vie terrestre, notre vie humaine, elle fait partie, je dirais, de la mort. C'est la mort qui fait partie de la vie, mais voilà, c'est exactement cette vie terrestre. Elle commence à la conception et elle s'arrête à la mort. Voilà, c'est juste la vie du corps. Donc, oublier la mort, c'est OK. Si la mort devient quelque chose qui nous plombe, qui nous empêche de vivre, tant qu'à faire, on peut l'oublier. Mais en même temps, c'est oublier que ça va être là. Et puis, c'est vrai que parfois, on va se la prendre de plein fouet. Et alors qu'en fait, c'est juste vivre avec, savoir que cette échéance est là un jour ou l'autre. Ce passage est là un jour ou l'autre pour nous, pour nos proches, pour ceux qu'on aime, pour des gens célèbres, pour des chanteurs, pour des stars. Et ça fait partie du deal, en fait. Ça fait partie du deal. Donc, c'est arrêter de la cacher. Et c'est vrai que moi, je trouve que dans notre société, en tout cas française, judéo-chrétienne, la mort est quand même de plus en plus cachée, camouflée. C'est très rare, sauf les gens qui travaillent dans le métier, de voir un corps, enfin ce qu'on appelle une dépouille en fait, un corps inanimé, une dépouille. C'est très rare, tout est calfeutré, tout est camouflé. Et bien sûr, je dis pas que faut qu'on aille côtoyer ça tout le temps, mais en même temps, ce serait être capable de côtoyer ça sans que ça nous plombe, sans que ça devienne quelque chose qui nous fasse peur. En fait, c'est de dédramatiser. C'est un peu quand on met quelque chose de trop loin et qu'on n'arrête pas de répéter que ça nous fait peur, qu'on veut pas en entendre parler. euh, et qu'on se dit, ben justement, moi, je veux pas vivre avec ça, je veux pas y penser, je veux pas en parler. Ben, pour moi, il y a quelque chose de malsain. C'est plus de dire, ben non, ben voilà, je vais vivre avec, je vais aller regarder ça en face, et du coup, on dédramatise et ça va beaucoup mieux. En fait, l'idée le thème m'est venu parce que j'ai eu une conversation inattendue pendant ce week-end avec quelqu'un que je ne connaissais pas qui m'a demandé combien j'avais d'enfants, et, et en fait, sans réfléchir, ça m'est venu spontanément. J'aurais pu ne rien dire et en même temps, je ne pouvais pas répondre. J'ai deux enfants, je ne pouvais pas répondre comme ça, j'en avais trois. Voilà. J'aurais pu ne rien dire. Mais ça m'est venu de parler et j'ai dit, ben voilà, j'ai trois enfants, mais pour l'instant, mais maintenant, il n'y en a plus que deux. Ah, je suis désolée, là, là, là. Et en fait, cette personne-là n'était pas en mesure de recevoir ça. Elle l'a reçu quand même, et en même temps, c'était, ah non, moi je suis trop sensible, je ne veux pas parler de la mort, ça me fait remonter trop de choses, et voilà. Et je respecte cette hypersensibilité, mais ça me fait penser, alors vous allez dire la métaphore un peu légère, et en même temps, voilà, moi j'avais très très peur des serpents. J'avais peur de beaucoup de choses, en fait. J'avais peur d'énormément de choses. On peut revoir ça comme ça. Peut-être moins de la mort, mais j'avais peur de tout ce qui est les bêtes sauvages, les animaux. D'ailleurs, quand je vais encore me promener, si j'ai un peu peur, si je vois des traces de sanglier, voilà, je ne serais pas très rassurée de me trouver nez à nez avec un sanglier. Ceci dit, si ça m'arrivait, je pense que je saurais comment réagir et ça ira. Et donc, j'avais très très peur des serpents. Je suis partie vivre 5 ans en Australie. En Australie, c'est là où il y a les serpents les plus venimeux de la Terre. Donc, a priori, ils viennent pas vous attaquer, ils viennent pas vous embêter. Mais bon, voilà, c'était quelque chose qui était très compliqué pour moi. J'avais des grosses terreurs quand on a été dormir dans des parcs nationaux. Je suis restée une fois coincée dans les toilettes à attendre que mon chéri vienne me chercher parce que j'avais entendu du bruit. Je marchais en tapant des pieds, en chantant pour éloigner des serpents, pour faire du bruit. Enfin bon, bref. Et puis, à un moment, on a eu une activité parce qu'on a fait partie de groupes de cours d'anglais pour migrants, et ils nous ont proposé voilà, de voir des serpents. Donc il y avait un homme avec un sac avec plein de serpents
et qui est venu nous montrer donc tous ces serpents. Et puis après, il a fait passer un serpent, donc un serpent qui faisait à peu près 1 mètre de long, en proposant aux gens de le prendre sur les épaules. Je vous vois là sur Facebook, je ne vois pas de commentaires, donc si jamais vous êtes là, faites-moi un petit commentaire, faites-moi un petit coucou, dites-moi où vous êtes. Et donc, ce serpent, il y a un copain qui l'a pris sur des épaules. On me dit, ah non, 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 j'ai trop peur, j'ai trop peur. Et puis, en fait, sans que j'ai eu le temps de dire quoi que ce soit, il m'a mis le serpent sur moi. Donc, il s'agissait plus de partir en panique. Enfin, voilà, j'avais le serpent sur moi. Donc, celui-ci n'était pas venu malgré tout. Et donc, je l'avais sur les épaules, avec la tête comme ça dans ma main, et puis la queue dans l'autre main. Et donc, en fait, j'étais obligée de me détendre, quoi. Bon, je n'étais pas très, très, très rassurée, mais j'ai juste respiré. Je dis, bon, OK. Et donc, je l'ai gardé, je sais pas, 1 ou 2 minutes, enfin, un temps qui m'a paru très, très long. Et finalement, je regrette pas. Je remercie mon ami après, même si, voilà, il m'a un peu mis dans le fait accompli. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, au lieu de me crisper encore plus et de hurler, ben, quelque part, j'ai été obligée de me détendre. Je me suis détendue, j'ai ressenti, j'ai senti le serpent, donc c'était très impressionnant parce que c'est froid, c'est un muscle extrêmement puissant, tout le son qui bouge, enfin, c'est très, très impressionnant comme sensation. Et alors, je ne dis pas que depuis, je n'ai plus peur des serpents, mais on va dire, je l'ai côtoyé, je sais un petit peu ce que c'est et j'en fais moins tout un plat. C'est pas pour ça que je prendrais, enfin voilà, que je vais aller voir les serpents. C'est un animal qui m'attire, non, pas spécifiquement. Donc, je peux faire la comparaison avec la mort. C'est que quelque part, ou alors ça peut être la mort, ça peut être la maladie, ça peut être plein de choses, de situations où on se dit, ben non, j'en veux pas de cette situation, j'en ai peur, ça m'effraie, ah, au secours, etc. Et que finalement, si tu es amené à être dans cette situation, à se côtoyer, et à la côtoyer, ben, finalement, oui, peut-être que tu vas te crisper. Et en même temps, il y a un moment où peut-être que tu vas continuer à respirer et peut-être que tu vas réussir à te détendre un peu et tu vas te familiariser en fait avec la mort, avec autre chose et que tu vas peut-être arrêter de hurler, et de lâcher des points de vue et quelque part, euh, on va dire, pas forcément gérer la situation, mais tu vas être en mesure de vivre la situation, de trouver des ressources et d'arriver à surmonter la situation. Ça peut être par exemple aussi une séparation, de dire oh non, mais moi je peux pas vivre seule, et puis bah paf, tu te fais plaquer du jour au lendemain, tu te retrouves seule. Et c'est un truc que tu dis, mais non, moi je pourrais jamais vivre ça, c'est un truc que je pourrais jamais gérer, que c'est pas possible. Et puis finalement, quand ça arrive, tu te débrouilles en fin de compte. Tu vas demander de l'aide, tu as des ressources. Donc c'est pareil pour moi avec la mort. Et c'est vrai que parfois, bah, elle vient nous visiter de manière, enfin, en général, elle vient nous visiter de manière inattendue. On n'est jamais vraiment prêt. Même si moi, je l'avais déjà un peu côtoyée pour mes parents, pour des amis de la famille, c'est vrai que quand elle est venue, comme j'aime dire, enfin, j'aime dire, je sais pas si j'aime ça, mais grosso modo, elle est venue flirter avec mon fils et j'ai dit non, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là, là? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Puis ben voilà. Alors, je sais pas si elle l'a emporté ou s'il l'a suivi, mais bon, bref, il est mort. Et Et donc, pour moi, maintenant, il s'agit de vivre avec, alors pas forcément vivre avec la mort, pas par rapport à ma propre mort, mais vivre avec cette mort-là, avec ce mort-là, en fait. Vivre avec ce phénomène, ce passage que lui a effectué avant moi. Euh, et donc, c'est vivre avec. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses la mort, parce que c'est vivre avec cette composante, avec cette nouvelle composante, c'est vivre avec cette nouvelle configuration familiale, avec euh, un de notre famille, donc on est 5 dans notre famille, qui n'a plus de corps, quoi. Alors, chacun peut croire ce qu'il veut. En tout cas, c'est continuer, c'est vivre avec cet événement, cette situation, cette configuration. Et que finalement, si j'arrête de définir cette situation, si j'arrête de dire mais c'est horrible, c'est le pire, c'est insurmontable, je m'en remettrai jamais, ou des tas de choses comme ça, eh bien, quelque part, je vais peut-être
l'apprivoiser, ou je vais peut-être adopter la situation. En tout cas, elle est là, c'est un fait. Donc, euh, je ne peux pas arrêter cette situation. Je ne peux pas faire que mon fils revienne vivant dans un corps pour l'instant. Enfin, avec le corps qu'il avait, en tout cas, le corps que je lui ai connu. Je ne peux pas modifier cette situation. Il y a certaines situations qu'on ne peut pas modifier. Si tu t'es fait plaquer, si tu t'es fait taper dessus, je ne sais rien, t'es fait harceler, enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme trucs qui sont vraiment euh, des trucs pas cool à vivre. Euh, il y a cette situation-là, tu peux pas la changer. Mais toi, tu peux te changer et tu peux changer ton regard sur cette situation et tu peux changer comment tu vis avec aussi. Alors, voilà, c'est différent quand c'est la mort, quand c'est du harcèlement, parce que c'est pas aller vivre avec ça, mais c'est vivre avec et qu'est-ce qui est possible maintenant? Qu'est-ce que je peux transformer en moi? Comment est-ce que je peux transformer mon regard? Comment est-ce que je peux... Euh, je dirais pas forcément qu'on a besoin d'accepter, que tu l'acceptes ou pas, si tu vis un deuil comme ça de quelqu'un de très proche, que tu l'acceptes ou pas, c'est un fait. La personne, elle n'est plus là physiquement. Donc, quelque part, ton seul choix, c'est de vivre avec. Mais pas de faire semblant que ça n'est pas là. Et pas de se dire, non, je peux pas, c'est pas possible. C'est qu'est-ce qui est possible pour vivre avec maintenant? C'est se poser cette question, se dire, ben voilà, qu'est-ce que je choisis maintenant de vivre avec ça? Et c'est aussi de se dire, enfin, moi, c'est ce que je me suis dit, c'est de me dire, ben oui, c'est difficile. Ouais, ça me plaît pas forcément. Et en même temps, il y a sûrement autre chose derrière. Et c'est aussi de vivre avec la mort et de se dire, ben, en fait, elle est là. Moi aussi, ça peut m'arriver demain. Je peux me casser la binette sur, je sais pas moi, les marches du perron. Euh, Ça peut arriver tout le temps. Ça vient nous surprendre quand je sais pas si tu lis les journaux, tu vois, tous les jours, il y a des morts. Tous les jours, tu regardes les statistiques. Donc, ça arrive tous les jours. Et au lieu de voir ça comme la fin du monde, oui, c'est la fin d'une vie. C'est un passage. Ça peut être complètement déboussolant, bouleversant, déstabilisant. Et en même temps, c'est peut-être pour vivre avec, c'est déjà apprivoiser cette chose et de se dire, voilà, ça peut être là. Et ça peut, pour moi, c'est le fait, c'est pas de créer de la peur, mais c'est de se dire, ouais, la mort, elle est là. C'est OK d'en parler, c'est OK de parler des morts, c'est OK aussi de parler des vivants, c'est OK de se réjouir quand les autres sont morts. Et me familiariser avec ça sans que ça me plombe, mais au contraire, ça nous donne encore plus envie de vivre encore plus intensément, de savourer les moments de joie, d'oser s'amuser, d'oser faire les trucs qu'on a vraiment envie de faire, d'oser réaliser peut-être des rêves, euh, d'oser dire mais à ce que nous plaît pas et de choisir vraiment ce dont on a envie. Donc, c'est vraiment ça aussi, de se dire, bah oui, voilà, la vie, ça tient qu'à un fil. Donc là, dans ma vie, maintenant, qu'est-ce que je choisis? Et peut-être que, voilà, c'est parfois des événements comme ça qui nous poussent à aller vers ça. Je vais quand même vous lire, j'ai oublié de me présenter aujourd'hui, je me présente de temps en temps en général, si jamais il y a des gens qui arrivent là qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie, même et malgré et bien que, et au-delà du fait que notre fils aîné est mort à 28 ans en août 2020. Depuis ça, je suis devenue auteure, conférencière. Donc, moi, je suis là aussi pour que toi, tu puisses transcender les intensités, que ce soit un deuil, euh, crise existentielle, transition de vie. Et donc, j'ai un premier livre qui s'appelle Il va y avoir encore tellement de jours. Mais là, c'est 3 ans de dialogue avec mon fils envolé, donc l'envolé, au-delà du silence, dialogue avec mon fils de l'éternité. Et il y a un chapitre que j'ai appelé Vivre, où en fait, moi, je suis vraiment en question avec ce fait de cette simplicité de continuer à vivre. Même, voilà, mon corps a continué à respirer alors que le sien avait arrêté. Euh, Après, j'aurais pu rester peut-être en mode survie et c'est vrai qu'il y a toute une période où il y a un effet de choc et où on peut remettre tout en question aussi. Et pour moi, il n'a jamais été question
de ne plus me réjouir. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu un moment, puis ça c'est revenu quelques fois, de se dire, ben, en fait, est-ce que je continue, quoi, maintenant? Est-ce que je continue à vivre ou est-ce que je me barre aussi, quoi? Et, et en fait, la vie terrestre est restée plus forte. Et puis, c'est ça aussi le truc, c'est que quand les autres meurent, nous ne sommes pas dispensés de vivre. Donc, je vais vous lire quelques passages. C'est si simple de vivre, aussi simple que de mourir. Après la fête, donc on avait fait une fête de famille, je l'interroge. What can you tell me about your new life tonight? Donc, que peux-tu me dire à propos de ta nouvelle vie aujourd'hui? Donc là, c'est lui qui me répond. Je suis au ciel et c'est infini. Je vous entends, je vous vois. Vous êtes aveugles et sourds. Ouvrez votre cœur et vous saurez. Je vais d'une planète à l'autre. C'est gigantesque. Je suis là et partout comme je veux. Je retrouve ce que j'ai connu et j'explore encore plus loin pour arrêter la bêtise humaine. Je vais vous aider, mais ouvrez les yeux du cœur. Ouvrez les portes du paradis. C'est ici et là, partout, maintenant, et pas demain. N'attendez pas. Vivez ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Vous savez bien que c'est sans fin. N'ayez pas peur de muer. C'est une mue. On perd la peau. J'ai laissé ma peau, elle ne sert plus à rien. J'ai tellement d'espace, maman. Ne pleure pas. Donc voilà, son message, euh, c'est vraiment vivez ici et maintenant. N'ayez pas peur de muer. Bon, lui, il dit qu'il y a laissé sa peau parce qu'il est mort d'un cancer de la peau. Donc, c'est un peu de trucs comme ça. Mais donc, c'est ça, en fait. L'invitation, elle est là. C'est stop, n'ayez pas peur de muer, n'ayez pas peur et vivez, en fait. Le message, il est là, il est simple, il est clair, c'est de vivre et de pas faire semblant et de pas prendre cette mort comme une excuse, de vivre avec, effectivement, de vivre avec nos morts, comme le livre de Florence Horviller, Vivre avec nos morts. Euh, c'est peut-être quelque chose à apprivoiser. Et la première chose pour apprivoiser, c'est d'oser peut-être en parler, d'oser l'évoquer. Euh, peut-être pour les personnes qui sont hypersensibles, y aller en douceur et parfois bah, faire comme moi avec le serpent, voilà, de temps en temps, se prendre un serpent sur les épaules, se dire bah, finalement, c'est pas si terrible que ça, un serpent, pas forcément ma préférence. Et en même temps, oser parler du jour où on ne sera plus là, peut-être préparer aussi ses affaires. Enfin, moi, je vois que je vois avec les personnes de ma famille, pas mal d'oncles et tantes, mes parents, je vois bien la différence entre les personnes qui étaient vraiment prêtes aussi, qui savaient que ben voilà, leur séjour sur Terre, il allait s'arrêter et qui ont un petit peu mis en ordre leurs affaires, et puis les autres qui étaient là, non, parce que moi je suis immortelle, puis ben, en fait, voilà, donc qui ont laissé beaucoup de bazar pour ceux qui restent, donc ça, voilà. Donc aussi ça à réfléchir. Bon, bien sûr, quand c'est une mort très précoce, on n'a pas toujours le temps de préparer, mais c'est peut-être vivre avec cette légèreté aussi. Vivre et savourer la vie sans y être attaché. Alors en même temps, oui, on est attaché à ce qu'on aime, on a cette fusion, on a ça, et en même temps, ne pas être enchaîné, je dirais. C'est comme un attachement, mais qui n'est pas un enchaînement, qui n'est pas verrouillé, qui laisse de l'espace. C'est vraiment ça l'amour, en fait. C'est un amour qui laisse de l'espace aussi. Alors il y avait un autre passage que je voulais vous lire. Voilà, parce que c'est pareil, on s'était encore retrouvés avec les enfants. Et puis en même temps, ben voilà, pour moi, donc je lis ce que je disais, que je dis moi, être ensemble réveille l'absence physique de Louis. C'est aussi être avec lui autrement. Son ombre céleste nous hante constamment. Il habite chaque seconde de nos vies et l'emplit de toutes les facettes des émotions. Puis après, je m'adresse à lui. Donc je dis, je suis déroutée par la simplicité de notre vivre ensemble. Parle-moi à ce sujet. Je vis avec vous. Nous sommes toujours ensemble. C'est ça qui crée la simplicité. Vous ne me voyez pas, mais je suis là. Alors vous riez, vous vivez, et vous savez sans le reconnaître que je suis là. C'est magnifique comme cela. Ne compliquez rien. Parlez-moi, je vous répondrai. Ne compliquez rien. Et c'est vrai que quand il y a toute, on va dire, la palette des émotions qui peut être là, avec de la tristesse, de la culpabilité aussi, peut-être de la colère,
euh, en fait, toutes ces émotions-là, elles nous compliquent la vie. Donc, c'est peut-être aller les regarder et dire, bon, OK, est-ce que c'est vraiment utile de rester dans la colère? Est-ce que c'est vraiment une contribution de rester dans la culpabilité? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de rester dans la tristesse? Est-ce que autre chose est possible? Même si ces émotions-là peuvent rester présentes, est-ce qu'on peut aussi euh, choisir la joie, choisir de l'enthousiasme, choisir bah, de se lancer dans des projets et choisir d'ouvrir les portes en fait à autre chose et de pas s'enfermer dans la colère, la culpabilité, la tristesse, il peut y avoir pas mal de choses. Euh, Ça veut pas dire qu'on va les éliminer, mais en tout cas, on va vivre avec aussi, sans que ça nous ronge, parce qu'on va ouvrir la porte à autre chose. On va ouvrir la porte à de la paix, à de la douceur, à vraiment d'autres choses. Alors, j'avais noté deux autres passages, est-ce qu'ils sont d'actualité ou pas? Voilà, c'était une autre question que je voulais poser justement. À nouveau, à un moment, on avait vécu ensemble. Donc, que pourrais-tu me dire à propos de la culpabilité de vivre des temps joyeux alors que tu es, entre parenthèses, ton corps est mort? Donc, lui me répond un peu en anglais. On parle anglais un peu tous les deux. No shame, no guilt, no regret. Nothing of that is relevant. Just live your life le plus joyeusement possible. C'est mortel pour nous de vous voir pleurer et vous lamenter. Ça nous alourdit et nous enferme dans votre chagrin. Libérez-nous, libérez-vous de ces poids inutiles. Arrêtez de croire que notre mort vous ferme l'accès au plaisir de vivre. Au contraire, notre mort vous ouvre les portes de la vie, pour nous, de la vie éternelle. Que votre vie soit étincelante de joie. Ne portez pas de masque de tristesse. Offrez-nous votre joie sincère. Offrez-nous votre amour libérateur, détaché de la matière, etc. Je ne continue pas, mais voilà, je vous laisserai le lire si un jour vous voulez le lire. Bonjour Cathy. Euh, et donc, c'est ça. Lâcher ces poids inutiles. Donc, moi, je disais, bon, ils peuvent rester là, mais au moins d'apporter autre chose et d'aller regarder aussi autre chose. Et de se dire qu'en fait, toutes les émotions sont là. Moi, je vois un petit peu les émotions, c'est pas comme si euh, il y a soit la joie, soit la tristesse. Euh, c'est plutôt, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a la honte, il y a la culpabilité, il y a toutes les émotions. Euh, et c'est un peu comme un synthétiseur là où et en fait il y a des curseurs et on peut les monter. Donc c'est de se dire bah voilà la culpabilité elle est là, la, la tristesse elle est là. Bon elles sont peut-être très hautes. Est-ce qu'on peut peut-être un peu baisser le curseur? Puis la joie bon bah le curseur il est très bas. Est-ce que je peux le remonter? Et c'est pas parce que je monte le curseur de la joie qu'il y aura plus de tristesse. Ça peut cohabiter en fait. Toutes les émotions cohabitent. Alors après, peut-être qu'on peut moduler, en fait, c'est moduler les émotions, aller vivre avec et les moduler. Et si on fait que essayer enfin, de rester dans la tristesse et de les mettre à fond, etc., et de se dire, bah, comme il y a la tristesse, je ne peux pas mettre la joie, mais si tu montes le curseur de la joie, au bout d'un moment, voilà, ça va s'équilibrer aussi. Et c'est quelque part, pour moi, la joie, maintenant, elle prend une autre teinte. Elle n'est pas... elle englobe tout, en fait. Elle englobe tout. Et c'est vraiment, quand je dis la joie, euh, je pourrais dire aussi la douceur, je pourrais dire aussi la paix. Elle englobe tout. Et ça englobe tout. C'est presque, après, arriver à un espace qui est neutre, où tous les curseurs sont équilibrés, en fait. Tous les curseurs des émotions sont équilibrés. Alors, peut-être ça manque peut-être un peu de vie, tu vas dire, mais non, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement serein, d'extrêmement doux, d'extrêmement paisible. Et en même temps, là-dedans, on peut aller jouer, on peut aller s'amuser, tout en vivant avec, voilà, avec cette mort, ce mort, avec ces intensités qui sont là dans nos vies, avec ces expériences à traverser. Alors, il y avait encore un dernier passage, je regarde. Oui, je lui dis, parle-moi de cette disparition de ton corps et de ta présence. Dis-moi où te retrouver. Ne t'attache pas à ce qui a disparu. Tant que tu y es attaché, tu ne peux me retrouver.
Tant que tu crois m'avoir perdu, tu cherches à me trouver. Oublie tout ça. Vois que mon corps n'est plus là et maintenant regarde plus loin que le bout de ton nez. Ouvre-toi à l'invisible. Un. Donc, un, visible, parce que je n'ai pas disparu. Alors vis avec moi ta vie de rire et de plaisir. Vis avec cette conscience de ma présence permanente auprès de vous. Vis sans crainte de m'oublier et en oubliant qui j'ai été. Vis avec celui que je suis maintenant, omniprésent, et cesse d'ignorer ce que tu prétends ne pas voir. Alors là, je dirais ce passage, il est à lire et relire, hein. Euh, et puis après, ben voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je suis là juste pour proposer, pour vous disposer après de ce que je vous partage. Euh, Peut-être c'est juste poser la question, en fait, qu'est-ce qui est possible pour moi pour vivre avec cette mort? Et vraiment vivre, et pas rester dans la survie. Est-ce que l'éducation au plus jeune âge pourrait nous permettre que quand on rencontre la mort, nous serions prêts? Oui, pour moi, c'est une éducation. Et alors, quelque part, j'ai eu la chance, pardon, je vais bouger un petit peu. Euh, alors, j'ai eu la chance, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai côtoyé un peu déjà la mort avant la mort de mon fils. Euh, bon, après, le seul grand-père que j'ai connu, j'avais 11 ans et j'ai pas été à l'enterrement, c'était loin, mes parents m'ont pas emmené. Et en fait, le premier mort que j'ai vu, et le premier enterrement où j'ai été, c'était un de mes cousins qui avait 2 ans de plus que moi, enfin, qui avait 24 ans, ou 23 ans, je ne me rappelle plus. Euh, C'était pas cool. C'était pas cool. Et c'est vrai que par exemple, moi, il n'y avait pas. Alors, je sais que la comparaison avec les animaux, elle est un peu difficile. Elle peut paraître un peu osée, mais en même temps, moi, je sais que les enfants, le fait d'avoir eu des chats à la maison et d'avoir enterré les chats et d'avoir vécu ça, que ben voilà, on a eu aussi des petits chats qui sont nés à la maison et qui sont morts à la maison aussi. Et bah, quelque part, ils ont vu un peu ça. Et c'est vrai que maintenant, souvent, quand on est coupé de la nature, c'est difficile. Moi, je sais que même aussi quand j'étais ado, j'avais une copine qui avait un petit hamster et en fait, il est mort et elle était complètement terrorisée. Et donc, c'est moi qui ai été chez elle. Sa mère n'était pas là, je sais pas, ses parents n'étaient pas là. Et donc, j'ai été chez elle et je me suis occupée du petit hamster. Je l'ai emballé dans du papier. Et puis, en fait, je sais plus ce que j'ai fait, si je l'ai mis à la poubelle ou aux toilettes. Enfin, bon, voilà, il a bien fallu que je s'occuper de la dépouille. Donc, c'était on va dire, une échelle plus petite, mais quelque part qui est déjà là, qui peut nous familiariser avec ça. Moi, je sais que mes enfants, quand mes parents sont morts, donc moi, pour mes parents, on a eu le corps à la maison, on a fait des veillées et après, il y a eu la mise en bière et donc nos enfants ont été là. Alors, je ne sais pas forcément comment ils l'ont vécu, mais c'est quelque chose qui a été fait de manière naturelle. Donc, de parler de la mort, de savoir que c'est quelque chose qui est là, voilà, c'est peut-être quelque chose en tout cas, à ne pas cacher pour moi. Et en tout cas, surtout pas aux enfants, de pouvoir en parler. Et surtout, ben, forcément, ils sont les premiers parfois, eux aussi, à nous poser des questions là-dessus. Ce qui n'empêche, ayant dit tout ça, que voilà, j'avais une certaine familiarité, entre guillemets, avec la mort. Quand mon fils a été malade, donc en fait, par rapport au premier diagnostic et avec sa mort, ça a duré grosso modo 1 an et demi. Euh, je... Alors, il avait laissé entendre, parce que c'est lui qui suivait son dossier médical, il voulait absolument pas qu'on plonge le nez dedans, il nous tenait quand même au courant des résultats des examens, etc. Je ne voulais pas entendre parler de sa mort. Pour moi, je n'entendais parler que de sa guérison. Euh, voilà, c'était pas le moment, c'était pas ça. Et donc maintenant, je peux avoir certains regrets en me disant, bah ouais, j'aurais dû en parler avec lui. Après, si on n'en a pas parlé, je crois que lui non plus n'avait pas du tout envie d'en parler. Il savait que que ça risquait d'arriver, mais en fait, il n'avait aucune idée de quand ça viendrait, parce que les médecins en fait restent complètement flous là-dessus. Ça aurait pu durer 3 mois, 3 ans. 10 ans, peut-être qu'il aurait pu guérir ou pas. Enfin voilà, on ne sait jamais. Il y a quand même des guérisons parfois surprenantes, des rémissions miraculeuses. Euh, donc voilà, même les médecins ont beaucoup de difficultés à donner un véritable diagnostic ou une véritable échéance. Donc en fait, tu ne sais jamais si ça va arriver ou pas. Et lui désirait pas forcément en parler. Et en même temps, on a eu, bon, ça c'est des choses que je partage, dont il va y avoir encore tellement de jours, on a eu quelques évocations euh, de ça. Euh,
et c'est vrai qu'il peut y avoir des moments où c'est pas facile, mais en tout cas d'arrêter de cacher, de se dire, il y a des gens qui n'arrivent même pas à prononcer le mot mort et dire, ah non, c'est pas possible. Alors bon, voilà, moi peut-être que maintenant je vous bassine un peu trop avec ça, j'en parle un peu plus, mais j'en parle avec d'autant plus d'aisance pour montrer que en fait ça ne fait pas peur, que c'est pas mortel d'en parler, que c'est pas tabou non plus, euh, et que c'est OK. Donc après, bien sûr, ben voilà, quand j'ai eu cette conversation avec cette personne l'autre jour qui m'a demandé combien j'avais d'enfants, en fait, elle n'avait pas envie d'en entendre plus. Et quelque part, elle m'a posé cette question. Et en fait, depuis la mort de Louis, c'est la première fois qu'on me pose vraiment cette question. Combien avez-vous d'enfants? Parce que parfois, on me demande juste si j'ai des enfants, donc voilà, ça reste assez flou. Mais là, c'était vraiment. Donc, combien? Ben, trois. Alors, j'aurais pu m'arrêter à trois. Et puis, ben, voilà, c'est sorti tout seul trois. Mais voilà, il n'y en a que deux sur Terre. Je ne sais plus comment j'ai répondu exactement. Donc, voilà, ça voulait tout dire. Et cette personne, elle voulait pas en entendre plus. En même temps, elle a posé la question. Donc, soyons prêts aussi quand nous posons des questions à entendre les réponses. Ouais. Et je vois tellement aussi d'enfants à qui on cache les choses, alors qu'en fait, ils le sentent. Des enfants à qui on ne veut pas dire que le grand-père s'est suicidé, à qui on cache, où on a une évocation très floue. On dit, ben non, il faut pas qu'ils viennent à l'enterrement, ils risquent de rire, ils vont pas comprendre, ou ça va être trop dur pour eux. Mais en fait, non. Si on pouvait avoir euh, on va dire, ce côtoiement avec la mort. Peut-être qu'avant, il y avait un peu plus et alors peut-être qu'on voyait peut-être ça un peu plus comme une fatalité, mais qu'il y avait un peu plus, que ça redevienne quelque chose de beaucoup plus naturel, en fait. Même si, voilà, parfois la mort, c'est un accident, euh, mais malgré tout, que ça redevienne beaucoup plus naturel de mourir. Que ce soit pas marqué comme un truc, ah, c'est pas possible. Ben si, c'est possible puisque ça va tous nous arriver. Et donc aussi nous-mêmes envisager ce phénomène naturel. Alors oui, c'est vrai qu'on l'espère le plus tard possible et en meilleure santé possible. Donc envisager ça et vivre avec. Et en même temps de savoir que voilà, ça peut être là du jour au lendemain. Donc c'est aussi de se dire, voilà, si ça doit m'arriver demain, est-ce que j'ai vraiment vécu tout ce que j'avais envie de vivre jusqu'à maintenant? Pas comme quelque chose qui va nous dire, bah, du coup, si je dois mourir demain, autant arrêter tout de suite, quoi. Et du coup, à quoi bon vivre? Et j'arrête tout et je suis complètement déprimée. Mais non, de se dire, bah ouais, ok, là, j'ai la chance d'être en vie. Comment j'ai envie de vivre encore demain? Et en sachant, en fait, c'est pour créer ce non-attachement, ça nous permet de rester dans le présent et malgré tout d'avancer aussi vers le lendemain, en sachant que ce sera peut-être autre chose. Donc, c'est vraiment vivre avec nos morts, avec la mort, avec cette mort, euh, sans tabou, comme quelque chose de complètement naturel. C'est comme moi, finalement, de me dire, euh, voilà, comme pour les accouchements, comme peut-être pour la sexualité, comme pour vraiment être dans quelque chose qui est beaucoup plus euh, simple. Donc là, voilà, quand il nous dit dans le livre, revenez à la simplicité, de vivre ça avec simplicité. Et donc, c'est lâcher tous les, comment on dit, tarabus, les, enfin, les emberlificotages du mental et revenir à la simplicité, rester dans la simplicité. Donc, peut-être tout simplement, c'est se poser la question, en fait. Qu'est-ce que je peux être, choisir, faire aujourd'hui pour rester, pour vivre dans la simplicité, pour choisir la simplicité? La mort, c'est la vie, c'est la mort. Oui, quelque part, en fait. Parce que chaque jour, on a des cellules qui meurent et d'autres qui revivent. Donc oui, chaque jour, on avance dans la vie, on avance aussi dans la mort. Et en même temps, euh, la mort, c'est la vie parce que c'est la vie éternelle. Oula, j'ai une coupure de courant, j'espère que vous m'entendez encore. J'ai le courant qui a sauté, il y a de l'orage. Ah ouais. Ah là là. Bon, j'espère que ça a l'air de marcher encore. Bon, j'ai plus de. Est-ce que mon ampoule, elle marche ou pas? Non, la lumière, elle marche plus, mais j'ai encore l'électricité avec
le téléphone. Dites-moi si vous m'entendez encore. Bon, bah alors c'est peut-être qu'on a parlé un peu trop de la mort et de la vie éternelle et peut-être que c'est le moment d'arrêter avant que tout saute encore un peu plus fort. Je vais vous laisser parce que la lumière est pas très bonne et puis voilà, ça fait déjà un moment qu'on parle. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous me regardez en replay, n'hésitez pas à, voilà, à échanger. J'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Sachez que je propose toujours des guidances sacrées, aussi des séances voix de l'invisible ou des accompagnements sur le plus long terme. Donc, je vous laisse m'envoyer un message et puis voir ce qui est possible pour vous. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là et merci de liker, merci de partager, merci à tous les nouveaux abonnés sur YouTube. Et merci de me suivre sur les réseaux. À très bientôt, à la semaine prochaine. Et sinon, suivez mon actualité. Voilà, voilà. Bon, allez, j'arrête avant que l'orage ait tout fait péter. Je vous redis merci. Au revoir. Hop, j'arrête là et j'arrête ici.